Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour le chapitre introductif d'histoire de seconde, la périodisation. En grec, historia signifie enquête. Les historiens sont des enquêteurs. Ils doivent découvrir la vérité sur des faits passés, ils recherchent des preuves et pour cela, ils ont des outils. Les preuves pour les historiens, ce sont les sources, les traces que les hommes ont laissées. Elles peuvent être de différentes natures, traces écrites, archéologiques, objets de la vie quotidienne ou aujourd'hui audiovisuels et numériques. La finalité de la démarche historique est d'établir une analyse, une interprétation du passé. Le socle de la démarche historique est l'établissement des faits, la chronologie, et son découpage en périodes, la périodisation. Pourquoi découpe-t-on l'histoire en périodes? Quels sont les débats posés par cette périodisation? Grand 1, les grandes périodes de l'histoire. A, le temps historique. L'histoire est l'étude des sociétés passées et de leurs évolutions. Le temps constitue le cadre de la réflexion des historiens. Ils ont besoin de le structurer. La chronologie est l'établissement des faits. Elle est étroitement liée à l'histoire et permet d'ordonner les faits auxquels les historiens vont donner du sens. Pendant longtemps, les historiens se sont contentés de situer chaque événement en fonction de repères facilement identifiables. Une date de règne, un repère du calendrier utilisé comme la fondation de Rome ou la naissance de Jésus-Christ par exemple. B. La périodisation. C'est au XVIe siècle que s'affirme l'usage de découper le temps historique en grandes périodes afin d'organiser les récits et les analyses historiques. Ce sont les humanistes qui les premiers utilisent le terme de Moyen Âge et de Renaissance. Progressivement, un découpage plus précis se met en place. On associe alors chaque époque à des éléments emblématiques comme un règne, un personnage, un fait historique. Ce sont des chrononymes, comme le siècle de Périclès, décrit comme un âge d'or de la Grèce classique. Les périodes conventionnelles ou canoniques. Cette périodisation est fixée au XIXe siècle. L'histoire devient une discipline universitaire respectant une démarche scientifique, la méthode critique des sources et la démarche historique, au cœur de laquelle la chronologie des faits et la périodisation sont une étape indispensable au travail d'interprétation du passé. Le passé est alors inscrit dans un cadre identifié, nommé et borné. Dans ses 12 leçons pour l'histoire, Antoine Pro affirme « Périodiser, c'est donc identifier des ruptures, prendre parti sur ce qui change, dater le changement et en donner une première définition. » Les historiens vont donc s'appuyer sur des repères qui se veulent universels. Peu à peu s'imposent alors les 4 grandes périodes aujourd'hui conventionnelles, l'Antiquité, le Moyen Âge, l'époque moderne et l'époque contemporaine. C. Les césures, avec des dates clés. Chaque période est délimitée par des dates considérées comme emblématiques des ruptures historiques. Le début du troisième millénaire avant notre ère, avec la naissance de l'écriture, distingue préhistoire et histoire, alors que l'année 476 renvoie à la fin de la civilisation romaine. Ces dates ruptures reflètent les débats politiques et intellectuels. 1492, par exemple, affirme la place centrale de l'Europe dans l'histoire du monde. 1789 est défendu par des historiens français républicains qui affirment l'universalité du modèle politique français. Mais cette division en 4 grandes périodes est critiquée. Le médiéviste Jacques Le Goff, par exemple, préfère un long Moyen-Âge allant du IIIe siècle jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, avec la publication de l'encyclopédie et le mouvement anti-monarchique. D'autres refusent cette périodisation, considérant que chaque objet d'étude a ses propres ruptures chronologiques sur des temps longs ou au contraire très courts. Grand 2, la périodisation en débat. A. Le Moyen-Âge est-il une période historique? Le Moyen-Âge est vu comme une période au cours de laquelle la civilisation a reculé au regard de ce qu'elle était au temps idéalisé de l'Antiquité. En effet, selon l'historien Jean-Philippe Genet, le Moyen-Âge n'existe pas. Il a été créé par les humanistes de la Renaissance, persuadés de redécouvrir la civilisation de la Grèce et de Rome par leur travail sur les textes. La périodisation est rendue difficile par l'absence de véritable date rupture. 313 est la date de la conversion au christianisme de l'empereur Constantin, mais celle-ci est faite sur son lit de mort. Ce n'est qu'en 392 que l'Empire romain deviendra chrétien. En 410, c'est le sac de Rome par les Wisigoths d'Alaric, mais l'empereur n'est pas déposé. En 476, date souvent choisie, c'est la déposition de l'empereur Romulus Augustule et la chute de l'Empire romain d'Occident. En réalité, il s'agit d'un non-événement car ce personnage n'a pas véritablement compté dans l'histoire. Quant à la fin de l'Empire, elle avait été préparée par un siècle de revers. Selon l'historien, la grande rupture n'apparaît qu'au 7e siècle, avec la mise en place de 3 civilisations autour de la Méditerranée
qui correspondent à 3 monothéismes et 3 systèmes de pouvoir. L'Empire romain d'Occident, sous la domination du pape, l'Empire byzantin et le monde islamique. Grand B, qu'est-ce que l'époque moderne ? Qualifier une période de moderne, c'est par opposition penser celle qui précède de façon péjorative. L'époque moderne fait donc suite au Moyen Âge, vu comme obscur. En France, elle est ponctuée de 3 grands moments, la Renaissance, l'affirmation de l'État-nation sous le règne de Louis XIV et le siècle des Lumières. À son tour, après 1789, elle est vue comme une période du passé, qualifiée alors comme d'Ancien Régime. Les débats concernent la date à retenir pour le début de la période. Pour certains, il s'agirait de 1492, avec le premier voyage de Christophe Colomb et la chute de Grenade. Pour d'autres, la prise de Constantinople en 1453 par les Ottomans, voire en 1454 avec l'invention des caractères mobiles d'imprimerie. L'historien Patrick Boucheron considère, lui, que ces dates sont trop européocentrées et propose 1452, l'éruption volcanique du Kauai en Mélanésie, à l'origine de dérèglements climatiques de l'Écosse en Corée et de famines de l'Égypte aux portes de Moscou. Ces césures sont en réalité des choix nationaux. La date de 1453 est ainsi privilégiée par la Turquie d'aujourd'hui, héritière des Ottomans. 1789 est une date très française. Les historiens anglais et américains lui préfèrent les débuts de la révolution industrielle. Ces choix peuvent aussi varier selon les époques. En URSS, au temps du communisme, c'était la révolution d'octobre qui constituait la séparation entre moderne et contemporaine. Et en Chine, celle de 1911 avec la révolution chinoise et l'abdication du dernier empereur chinois. En conclusion, le temps est un élément central de la démarche historique. La périodisation permet de rendre intelligible, de faciliter l'analyse, l'étude de l'histoire, mais elle est souvent corrélée à celle d'un État ou d'une société. Elle est variable dans le temps et dans l'espace. Les programmes scolaires respectent la tradition de la périodisation. Le premier chapitre du programme inscrit l'époque moderne dans la perspective des 2 époques précédentes, avec les empreintes antiques et médiévales de cette modernité. Le programme invite aussi à s'interroger sur la formation du monde moderne sous l'angle des mutations culturelles, politiques, économiques et sociales. Ce premier cours introductif est terminé. Je vous remercie et vous retrouve très bientôt pour le chapitre sur la Méditerranée antique, des empreintes grecques et romaines. Created using Powtoon.